aujourd'hui, je n'oublie pas d'utiliser mon micro. Ouais. Alors, je l'allume, voilà. Vous allez me dire, est-ce que le son, vous pouvez faire comme ça, sans micro, ou avec le micro cravate. Maintenant, je mets mon micro. Oui, c'est parti. Est-ce que vous préférez comme ça? Il n'y a pas de différence. Bon, j'espère que ça va mieux comme ça, parce que je fais l'effort. Alors, je le prends comme ça ou je le mets sur moi? Je vais le mettre sur moi. Comme ça, je pourrais oublier. Et je pourrais parler avec mes mains. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, déjà, j'aurais bien me cadrer quand même, que si on ne voit pas. Pendant que j'ai mon micro, je peux m'éloigner un peu de la caméra. Donc, aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet assez tabou et pas facile à aborder, qui est la vie avec la sclérose en plaques, quand cette sclérose en plaques évolue, s'aggrave. En fait, quand on pose la question de comment tu vois ton avenir, ou si on essaie d'anticiper dans le futur, c'est pas forcément agréable pour nous qui sommes malades. Et même quand on nous pose la question comment tu vas, c'est du style mais comment tu veux que ça aille bien avec une maladie chronique? Je fais ce que je veux, je fais ce que je peux, je survis, enfin tu vois un peu l'idée. Et puis là, ce matin, j'ai eu ma tante au téléphone, et puis je sais pas pourquoi, on a parlé de ma mère, et je lui ai reparlé de sa fin de vie, et elle me disait qu'elle avait quand même 84 ans, son mari pas loin de 90 ans, et forcément, il pensait à la mort. Et elle me disait, pour les directives anticipées, je sais même pas trop, parce que signer les directives anticipées, parce que il y a un jour où je me dis, c'est sûr que si un jour j'ai une maladie grave, je n'aurais pas envie de connaître l'acharnement thérapeutique. De l'autre côté, pour l'instant, je suis plutôt bien portante, donc j'ai pas trop envie de penser à tout ça. Et moi, je disais que ma mère, au départ, elle disait qu'elle voulait partir en Suisse, demander l'euthanasie. Et puis quand on lui a proposé au CHU de pouvoir elle-même doser sa morphine, elle voulait surtout pas, quoi. Donc on est dans ces moments-là, à la fois on n'a pas envie que ça dure trop longtemps et qu'on souffre, et d'un autre côté, ça ne dure pas trop longtemps, parce que ma mère elle a été complètement gravataire. Enfin, je veux dire, elle ne pouvait plus marcher, elle ne pouvait plus se nourrir, elle ne pouvait plus boire, elle ne pouvait plus parler, elle ne pouvait plus bouger. Donc il n'y avait que le cerveau qui fonctionnait. Et elle m'avait dit, avant d'être dans cet état-là, que pour elle, la SLA, la maladie de Charcot, c'était comme vivre sa mort en direct. Vous voyez? Bref, donc voilà, donc elle disait que ça, elle ne voudrait pas, mais de l'autre côté, non, je parlais de ma mère. Elle voulait donc pas d'une fin de vie dans la souffrance ou que ça dure trop longtemps, cet état-là. Et d'un autre côté, on s'est rendu compte, enfin moi je me suis rendu compte qu'elle s'est accrochée à la vie, quoi, jusqu'à la fin. Et quand je vois ma maladie qui s'aggrave, qu'au départ, il y a 10 ans, quand on l'a diagnostiquée, on disait que c'était une forme bénigne, et maintenant on dit que c'est une forme secondairement progressive. Pour les formes rémitantes, c'est différent parce que vous allez connaître des rémissions. Donc pendant les poussées, c'est difficile de ne pas savoir quand on va avoir une poussée, c'est pas facile d'accepter la poussée, mais une fois qu'on a récupéré, parce qu'il y a aussi le bolus qui n'est pas évident, une fois qu'on a récupéré, normalement quand c'est au tout début, on est comme avant. Enfin, on peut oublier qu'on a la sclérose en plaques. Et moi pendant des années, je pensais qu'il y avait quelque chose, mais comme les médecins ne voyaient rien, ça a pu passer inaperçu comme ça, quoi. Puis à un moment donné, quand ça s'aggrave, et qu'elle ne fait que s'aggraver avec ou sans pousser, eh bien, on voit son état s'aggraver. Et là, on est dans une forme donc dégénérative, en fait. Alors même si on dit que la sclérose en plaques n'est pas une maladie neurologique, elle est à conséquences neurologiques, n'empêche que moi, je ne vois pas trop la différence entre une maladie de Charcot et une sclérose en plaques progressive, que ce soit d'emblée progressive ou secondairement progressive, qui est grave et sévère. Okay. Bref, sauf que le pronostic vital n'est peut-être pas en danger aussi clairement que dans la SLA, mais enfin,
que la personne a fait une fausse route, c'est là où la sclérose en plaques, elle a fait une fausse route. Et ça peut induire aux mêmes conséquences. Donc, quand je vois, jusqu'à présent, c'était que la main gauche, que la jambe gauche, et que maintenant j'ai l'impression que j'ai perdu la force au niveau de la jambe droite et au niveau de la main, pas de la main, mais du bras, je commence à me dire que là, je suis en train de basculer du côté, non pas de la force, mais au contraire, et ça fait flipper quand même. Alors, le neurologue, il propose, c'est pour ça qu'il me propose un traitement immunosuppresseur, et ça me rassure pas non plus. Et donc, du coup, des fois, quand je pense à l'avenir, je me dis comment je vais faire le jour où je ne pourrai plus me débrouiller tout seul. Ah, faut que je trouve quelqu'un. Enfin bon, tu peux pas chercher un compagnon ou une compagne, uniquement en te disant on peut pas finir seul, quoi. C'est pas ça va pas. Donc, mais quand même, je te pose la question, tu te dis. Enfin, moi, des fois, je me fais la réflexion en me disant si j'avais pas quitté Ludovic il y a 30 ans, si j'étais encore avec lui, peut-être qu'on aurait eu des enfants. Dans ce cas-là, la maladie, elle se serait apparue bien plus tôt. Parce que quand on tombe enceinte et qu'on a des enfants, en général, ça fait arriver des poussées de sclérose en plaques. Peut-être qu'on aurait pu diagnostiquer la maladie bien plus tôt. Mais peut-être que Ludovic m'aurait quitté. On ne sait pas. Donc avec ici, on fait pari. Donc voilà, mais bon, des fois, je me pose la question. Je me dis, si j'étais restée avec lui, est-ce qu'il m'aurait quitté ou pas? Enfin voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, donc comment on vit seul avec une sclérose en plaques progressive qui va en s'aggravant, où on risque les chutes, où on risque de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins, alors on augmente l'intervention des aides de vie, des infirmiers, pour se doucher, enfin, pour se laver, pour nous faire à manger, ou alors on va en EHPAD. J'ai pas trop envie d'aller en EHPAD, tu vois. Ou alors en maison de retraite, il faut avoir les moyens. Donc tout ça, ça fait réfléchir. Et il y a un décalage en fait entre la tête qui dit je vais rester autonome le plus longtemps possible et ton corps qui, s'il part en live, comment tu fais quoi. Donc voilà toutes les questions que j'ai. Jusqu'à présent, je n'avais pas besoin de me poser ces questions parce que avant, si tu veux, avant d'être diagnostiqué, c'était qu'est-ce que j'ai? Et comment faire en sorte que les médecins voient ce que j'ai compris et comprennent que c'est pas dans la tête et qu'on me croit. Et donc ça a été presque à vouloir, ben oui, si j'étais dans cet état-là maintenant et que je ne savais pas ce que j'avais, les médecins verraient que je raconte pas des conneries quoi. On me dirait pas rentrez chez vous et faites-vous un bon steak et mangez et grossissez, c'est ça votre problème quoi. Si vous tombez, c'est parce que vous êtes trop maigre. On m'aurait pas dit ça. Donc voilà, pendant un temps, c'était il faut que ma maladie se voit. Et maintenant, qu'elle se voit, je me dis, bah, je me dis quoi? Je me dis, finalement, c'était mieux avant. Ouais, non, franchement, c'est pas simple, hein, c'est pas simple parce que ni l'un ni l'autre n'est enviable. Parce qu'à l'époque, je peux vous dire que quand j'avais des poussées et qu'on me disait, prenez un antidépresseur, c'est peut-être une dépression cachée si vous êtes très fatigué. Ou bien, qu'est-ce qu'on disait d'autre? Si vous tombez, c'est parce que vous êtes trop maigre, tu vois, c'était pas mieux. C'était pas mieux. Maintenant, au moment où je sais que j'ai la sclérose en plaques, et pas que moi, c'est reconnu, c'est officiel. J'ai plus à me battre pour vous dire, docteur, qu'est-ce que j'ai? Voilà. En gros, le docteur, il disait, la pauvre, ah la pauvre, c'est psychosomatique chez elle en fait. Puis maintenant, en plus, elle devient hypochondriaque. Elle croit qu'elle a une maladie, et en fait, compte, elle n'a rien du tout. C'est ce que j'ai cru pendant longtemps. Et puis là, bizarrement, ma tante qui me dit que le médecin qu'elle voit et que je connaissais à l'époque, que j'avais déjà vu, mais j'en ai vu plusieurs médecins. Donc l'un des médecins qui n'a pas vu ce que j'avais et qui a dit, il le savait, mais il ne voulait pas vous le dire, à toi et ta mère, parce que vous n'étiez pas prête à l'entendre. Ah, je n'étais pas prête à l'entendre. Non mais, comment il peut se permettre de dire ça? Qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il en sait? What the fuck? C'est quoi ces conneries? Bref. Bonne excuse, ça, du médecin, tu vois. Il n'est pas prêt à l'entendre.
Bref, voilà, je voulais savoir, est-ce que des fois, vous y pensez à l'avenir, comment vous allez faire, c'est dur quoi, quelles sont les solutions, parce que, ouais, bon déjà, déménager, moi, je vois Nathalie, elle dit, elle veut pas déménager, donc elle va mettre un monte-escalier. Première étape, moi j'ai d'abord mis la rambarde dans les escaliers, après le monte-escalier, puis maintenant, bah, comme c'est pas ma maison, je pars. Si c'était ma maison, je me dirais quand même, elle est un peu grande pour moi toute seule, tu vois. Mais je me dis, si je suis dans un appartement, au moins, j'aurai des voisins. Si je crie, ils vont m'entendre. Alors que là, tu peux crier, bébé, il y a personne qui va venir te sauver. Hein. Donc j'ai toujours mon téléphone sur moi. Ouais, je l'ai là. Au cas où. Au cas où. Donc, non, non, c'est un casse-tête, quoi. Voilà, donc je ne vais pas continuer là-dessus, parce que je pourrais vous parler de la fin de vie de ma mère, de sa mort au CHU, elle est morte en soins palliatifs. Quand elle était ici, c'était difficile. Ma tante, elle me dit, ouais, t'as fait le maximum que t'as pu pour elle et tout. Bon, bref. On meurt tous un jour, hein, ça, c'est ta fête. Et la question, c'est de savoir comment on va mourir. C'est horrible, pourquoi je parle de ça? Il faut bien en parler un jour. Et moi, honnêtement, là j'ai 50 ans, j'ai pas envie de vivre jusqu'à 80 et plus. Parce que je pense que ça va être dur. C'est pour finir grabataire, allongé, non, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Enfin, finalement, je dis ça, hein. Peut-être que dans 20 ans ou 30 ans, je dirais autrement, mais euh, j'allais dire presque, heureusement, on a un cœur, et le cœur, désolé pour le micro, le cœur peut lâcher. Et moi, je ne peux pas dire que je rêverais de ça, mais plutôt que de finir mes jours gravataires, c'est en lit, un peu on peut parler, parce que la sclérose en plaques risque de m'amener à ça un jour. Si le cœur pouvait lâcher dans la nuit, là, je sais pas, c'est ce que je préférerais avoir ça. Ouais, non, c'est bien. Une crise cardiaque, c'est bien. Au moins, c'est rapide. Ça me rappelle un reportage que j'avais vu. Ça n'a rien à voir, hein, je ne vais pas comparer, mais une personne qui avait fait la résistance et qui avait été prisonnier des nazis et on lui avait fait des trucs horribles. Et puis à la fin, il y a quelqu'un qui vient, un des nazis qui vient lui dire demain vous allez être fusillé. Il lui a dit merci monsieur. Elle a expliqué qu'il avait tellement supporté des choses que finalement, au moins, être fusillé, ça allait la, comment dire, sauver de cette souffrance qu'elle avait de vivre. Mais finalement, elle a été, à ce moment-là, il y a eu la libération, bref, les choses se sont bien finies pour elle, mais bon. Je sais pas pourquoi. Ouais, oui, la mort, c'est aussi une libération, hein, pour la personne qui souffre. Après, personne ne peut dire comment c'est après la mort. Bon, il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui croient en la vie après la mort, à l'incarnation. Moi, j'ai cru en tout ça, fut un temps, enfin en tout ça. J'ai cru en Dieu, j'ai cru à la réincarnation, j'ai cru au paradis sur terre, maintenant le paradis sur terre. C'est sûr que je n'y crois pas. À Dieu peut-être, enfin peut-être, à une puissance divine, ouais, ok. Mais de toute façon que j'y crois ou que j'y crois pas, ça ne change rien au public. C'est-à-dire que s'il existe, eh ben il existe, s'il n'existe pas, il n'existe pas. Et ma croyance, on s'en tape quoi, finalement. La seule chose, c'est que ça peut aider les gens qui croient, qui ont la foi, ça peut souvent les aider à mieux vivre avec la maladie. Maintenant, moi, des fois, je me dis peut-être que j'en aurais besoin, mais finalement, je me dis, ça ne m'empêche pas de pouvoir me recueillir sans pour autant être pratiquante d'une religion. Voilà, voilà. Bref, je vais m'arrêter là, parce que c'est un peu tristouné. Peut-être, non, j'ai un texte à vous lire. Je prends un peu d'eau, parce que j'ai un peu soif. Alors, voilà, un texte que j'ai retrouvé. Un texte, j'ai un peu de mal à parler parce que cet appareil, il est bien, mais il prend beaucoup au niveau du palais, alors la langue a du mal à se placer. Donc, alors, vous voyez mes belles lunettes, elles sont sympas. Donc, c'était en janvier 2006. Ça fait donc 13 ans. J'étais à la fac de droit pour passer le master 2 en droit des établissements de santé, option droit pharmaceutique.
Et j'ai écrit... Alors là, bon, faut savoir que je revenais de loin, parce qu'il y a 6 ans auparavant, j'étais encore chez moi à être déprimée et j'ai connu la phobie sociale. Voilà, et c'est en 2000 que j'ai repris les études. Ouais. Alors, c'est une fragilité au niveau santé qui me rend hautaine, distante en apparence. Mais l'image que je donne, ce n'est pas moi. Généreuse, douce, affectueuse. C'est en fait par timidité de risquer de ne pas être acceptée dans un groupe que je garde un certain recul, une réserve, et non la peur des autres. Ouais, parce qu'en fait, on dit que la phobie sociale, c'est la peur des autres. Et j'expliquais en fait que si j'avais du mal à aller vers les autres dans un groupe, c'était euh, par timidité. Ce n'est pas l'autre qui me fait peur, mais sa réaction possible vis-à-vis de moi, comme si le rejet me rendrait malade. En fait, j'avais peur du rejet, comme si je préférais me rejeter moi-même du groupe avant qu'il ne le fasse. Ça m'a rappelle quelque chose, ça. Et quand j'ai quitté Ludovic avant que lui me quitte. Et pourtant, je vois bien que lorsque j'ai tenté d'analyser mon comportement, que je fais l'effort d'aller vers les autres, je suis acceptée dans le groupe. Je ne m'étais pas rendu compte de l'attitude que je prenais et de l'effet que cela pouvait avoir. Bon. Après, là, je vais vous parler de la gastroparésie. À l'époque où je ne savais pas que je souffrais de gastroparésie, j'ai eu des problèmes d'alimentation très longtemps, à tel point qu'on a cru que j'étais anorexique. Alors, je me rends compte que j'ai peur de manger. Non pas la peur de la nourriture, mais l'appréhension d'avoir un malaise, ou plutôt d'être malade, après avoir avalé quelque chose, que ce soit du liquide ou du solide. En fait, la gastroparésie, ça provoque des douleurs, ce qu'on appelle en termes médicaux, la dyspepsie fonctionnelle. L'estomac va bien, mais il fonctionne mal. Et donc ça crée des douleurs, des impressions de satiété qui arrivent trop rapidement, donc du coup on mange moins, de lourdeur à l'estomac, bref. Donc le problème c'est mon estomac, qu'il soit, j'ai marqué, qu'il soit pénétré, même pas rempli, car que ce soit de la nourriture ou du liquide, dès que ça entre, il y a un risque de débordement. Comme si mon estomac était vite rempli. Bah oui, ce qui provoque une impression de malaise. Si je devais prendre une image, ce serait celle d'une éponge qui se remplit d'eau. Si on verse dessus de l'eau très progressivement, on a le temps de voir quand elle ne peut plus absorber du liquide. Alors que si on y va vite, on ne peut plus éponger et l'eau s'écoule alors à côté. Avec mon estomac, je ressens la même chose. Si je mange normalement, la satiété arrive trop tardivement et quand elle est là, j'ai l'impression que mon estomac déborde. Alors que si je mange très doucement, si j'avale les aliments petit à petit et par des petits morceaux, l'appétit disparaît quand mon estomac arrive à satiété, sans se sentir débordé. Il arrive que malgré tout, il me fasse mal, mais dans tous les cas, il est très difficile de ne pas penser à lui après chaque repas. Ce n'est pas que cela soit une obsession mentale, mais il a bien du mal à se faire oublier, car je le ressens trop souvent. En fait, j'ai une hypersensibilité, c'est-à-dire que si je bois de l'eau, bon là encore, je fais pas attention, mais de l'eau fraîche, je le ressens dans l'estomac, quoi. Quand il ne me tiraille pas physiquement, je pense à lui en me demandant s'il va me laisser tranquille cette fois-ci. J'assiste alors frustrée, car bien souvent, quand je déjeune avec les autres ou bien à l'extérieur, je ne mange pas à satiété. Oui, c'est parce qu'en fait, je ne peux pas trop manger à ma faim, surtout quand je ne suis pas toute seule. Donc j'assiste alors frustrée et inquiète à une scène. Les autres en train de déjeuner sans problème, à pouvoir avaler de tout. S'ils savaient comme je les envie à ce moment-là. Et je me demande pourquoi je ne peux plus manger naturellement, comme avant, quand j'étais enfant. Parfois, j'en viens à me dire que je préfère avouer pour être attirée au mieux aux autres. Ne pas avoir à m'alimenter, que l'homme n'ait pas à s'alimenter. Ainsi, je ne sentirai pas ce décalage, cette sorte de rejet, de mise à l'écart. C'est dur ce que je dis, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir partager des repas, mais ça c'est tous les gens qui ont la gastroparésie, encore pire, pour ceux qui sont sondés, ils ne peuvent pas avoir des repas normaux, donc comment ils font pour pas t'inviter à manger et ils sont nourris la nuit par sonde. Donc je me plains pas parce que je compatis, hein, franchement. C'est horrible cette maladie. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué?
C'est là après on voit les signes de la sclérose en plaques. La gastroparésie peut être un signe aussi, même si les neurologues ne le reconnaissent pas, mais bon. L'estomac. Mais pour uriner aussi, j'ai du mal souvent. Je parle d'uriner. Pour vider ma vessie complètement, il faut parfois que j'aille au WC plusieurs fois, à moins que je n'appuie sur la vessie pour l'y aider. Et l'épuisement musculaire au niveau des jambes, on est en 2006, un an et demi avant que, on est en janvier 2006, un an et demi avant que je sois diagnostiquée. La situation devient vraiment de plus en plus insupportable pour moi. Je veux trouver la solution et ne pas se contenter de me dire que tout serait psychologique. Non, je n'ai pas peur des autres, mais se replier sur soi était pour éviter cette gêne face à l'autre, ce sentiment d'être incomprise de ma différence. D'ailleurs, comment pourrais-je en parler et me faire comprendre si moi-même je ne peux m'expliquer ce qui se passe dans mon corps? Ma tête, par contre, je la comprends. L'anorexie n'est autre que tenter d'éviter d'être malade lorsque quelque chose entre dans mon estomac. En fait, j'en venais à plus trop manger, enfin, à plus manger à ma faim, puisque si je mangeais à ma faim, j'avais l'impression que l'estomac débordait, que j'allais vomir, et comme en plus j'ai développé une hémétophobie, ça devient compliqué. Certes, il y a un lien étroit entre mon ressenti physique, l'environnement extérieur et mon état psychique. Les conditions extérieures peuvent être source de stress et induire des problèmes nerveux. Ben, c'est sûr que si en plus j'ajoute le stress, oui, je suis sujette aux troubles psychosomatiques. Le stress agit sur mon estomac, de même que les émotions. Je ne peux habituellement avaler tranquillement et bien digérer que dans certaines conditions, dans une ambiance zen. En dehors de toute source de stress ou de trop grande émotion. Ça me rappelle mon père qui avait eu la bonne idée, quand j'avais 16 ans, 17 ans, de nous annoncer la mort de ma cousine en moment du repas. Il était venu prendre son café, il nous a annoncé un mauvais nouvelle, alors on était en train de manger du poisson pané, je m'en souviens encore de ce que je mangeais, et du coup ça m'avait... en plus, ma cousine était morte, si vous voulez, en plein centre-ville à Montpellier, elle s'est faite renversée et écrasée par une voiture, traînée, enfin, voilà. Mais truc horrible. J'ai rentré dans les détails, j'ai dit papa, s'il te plaît, on est en train de manger, épargne-nous les détails. Voilà. Où est-ce que j'en suis? Même lorsque les conditions optimales sont réunies, l'obsession reste car j'ai toujours l'appréhension que ça n'aille pas quelques minutes ou quelques heures plus tard, après avoir mangé. Parfois, je ressens d'ailleurs tout de suite les effets dans mon corps d'un liquide avalé ou d'une nourriture qui ne passe pas. Par exemple, quand je vais prendre un pot avec quelqu'un, je ne peux jamais terminer mon verre car la quantité servie dépasse ce dont mon estomac a envie. Et là, si je me force, je vais me sentir mal. Et si je laisse un verre à moitié plein, ce sera le regard de l'autre sur moi qui pourra me mettre mal à l'aise car je sais qu'il ne comprendra pas que je ne termine pas ma boisson. Ouais, en fait, aller prendre un pot avec quelqu'un, si je dis je vais pas finir le verre, on va me dire bah alors, il n'était pas bon ce jus d'orange. Je vais en prendre du d'orange, mais bon. Ou bien tu finis et tu pas bien. Et c'est pareil pour les repas. Un peu comme le souvenir de l'assiette que je devais terminer pour que mon père soit content. Comme lorsque les repas se terminaient très souvent par des larmes de ma mère qui se sentait incomprise et mon père qui fuyait toute conversation après qu'on ait dû goûter à son plat préparé avec amour en allant se réfugier devant la télé une fois le repas avalé. En fait, on voit qu'il y a quand même aussi une part psychologique, psychosomatique, bien sûr. Pendant les repas, mes parents ils se disputaient souvent. Enfin, ma mère a fini par pleurer et mon père qui me disait il faut finir votre assiette. Le repas que j'ai préparé avec amour, vous devez tout finir. Et en plus, quand c'est des repas très riches, bah, pour moi, j'ai appris ça va, c'est pas bien. Donc, il y a ça aussi. Ce phénomène existe depuis longtemps, mais c'est accentué avec le temps, à tel point que j'en ai fait une maladie il y a quelques années. Donc, la phobie sociale, je pense. Moralement et mentalement, je sentais cette impuissance de ne pas pouvoir être comme tout le monde et ainsi ne pas pouvoir participer aux activités communes avec les autres. Cette maladie s'appelle la dépression, la phobie sociale et l'anorexie. En fait, j'explique bien le décalage que je vois avec les autres. Quand on peut manger normalement, enfin, comme tout le monde, on partage des repas, on partage des pots, et moi, ça m'excluait de tout ça, quoi. Et en fait, c'était la sclérose en plaques avec la gastroparésie. Bon. Après, j'explique que
que quand je dois prendre un traitement antibiotique ou autre, je peux pas parce que le matin je prends pas le petit déjeuner, je mange très peu. Après je disais que finalement il valait mieux que je reste sur place, même si je mangeais rien, un sandwich quoi. Je rentrais chez moi pour me reposer, que j'avais besoin de me reposer, mais qu'après le côté positif de pouvoir rentrer à la maison, je peux souffler physiquement, mais le côté négatif, j'ai alors bien du mal à repartir. Le froid a un effet néfaste sur mon organisme, surtout après le repas. Le côté positif de rester sur place, je n'ai pas à marcher dans le froid et à prendre le bus pour rentrer chez moi. Comment expliquer ces phénomènes? Pourquoi toute entrée dans mon estomac peut, à certains moments, provoquer autant de choses? Je voudrais pouvoir manger ou boire sans me poser de questions, sans me demander si mon estomac va tolérer la nourriture ou la boisson. Je peux tolérer d'être malade, d'avoir mal au ventre, mais je peux l'accepter de temps en temps, mais pas si c'est à chaque fois que je mange. Puis après, je dis que je voulais manger toujours la même chose pour être sûr que mon estomac a digéré. Enfin voilà, non, j'ai été. Ah, ça fout le moral à zéro, ça. Bon, bref, voilà, donc la sclérose en plaques plus la gastroparésie, voilà. Apparemment, j'ai l'impression d'être la seule à avoir ce problème de gastroparésie. Donc c'est pour ça que les neurologues ils disent que c'est dans la tête et que c'est rien à voir avec la sclérose en plaques. Bon, enfin bref. C'est comme ça. C'est ma vie, it's my life. Bon, bref, je m'arrête là.